La création des escadrons et le calcul des points d'escadron a changé dans cette nouvelle version. Tout d'abord, le calcul de la somme des points vaisseau pilote plus amélioration pour arriver à un total de 200 est terminé. Maintenant, chaque couple vaisseau pilote a un coût fixe qui est indépendant des améliorations. Ça va de 1 pour un Z95 Scooms à 11 pour Dark Vador dans son TIE Defender. Et le coût total d'un escadron ne doit pas dépasser 20. Enfin, un escadron doit être composé de 3 à 8 vaisseaux, auparavant c'était de 2 à 8. Comment ajouter des améliorations? En fait, chaque couple de vaisseaux pilotes a une valeur de chargement, la loadout value. Elle va de 0 pour un A-Wing avec Deret Clivian à 35 pour l'amiral Kirano sur le décimateur VT-49. Et chaque amélioration a un coût fixe de chargement, de 0 à 16, 16 pour des membres d'équipage ou des artilleurs, comme Amiral Sloane, Leia Organa ou Luke Skywalker. On ajoute donc au vaisseau les améliorations autorisées dont la somme des coûts de chargement ne doit pas dépasser la valeur de chargement de chaque couple vaisseau-pilote. Deux documents nous aident à effectuer ces calculs. Le fichier Chip Points Document qui contient les informations de coût et de valeur de chargement pour chaque couple vaisseau-pilote et le fichier Upgrade Points Document qui contient les informations de coût de chargement pour chaque amélioration. Voici un exemple avec Fenro sur son chasseur Fang qui coûte 7 points d'escadron comme l'indique le document Chip Points et qui a une valeur de chargement de 12. Sa barre d'amélioration offre 2 talents, un emport et une modification. On pourrait donc configurer le vaisseau comme ceci. Loup solitaire, un talent qui vaut 5 points de chargement. Intrépide, un talent qui vaut 3 points. Et torpille ionique, des torpilles qui valent 4 points. Ce qui nous fait un total de 12. Nous avons rempli la valeur de chargement du vaisseau. Une autre configuration, ce serait des torpilles à protons avancées, qui coûtent 8 points de chargement, et une coque améliorée, qui coûte 8 points. 8 et 4, total 12. Là aussi, nous avons rempli la valeur de chargement du vaisseau. Parlons maintenant des nouvelles règles et des modifications qui ont été effectuées dans le guide de référence, dont la nouvelle version est le 1.4. Tout d'abord au mot-clé attaque. L'arme principale peut attaquer à portée 0,3, alors qu'auparavant c'était 1,3. Donc on peut maintenant attaquer à portée 0. 3 sous-règles ont été ajoutées. Lors d'une attaque principale à portée 0, aucun dé d'attaque ne peut être ajouté, sauf mention contraire. Lors d'une attaque principale à portée 0, un dé d'attaque ne peut être modifié que par une force. Et enfin, lors d'une défense à portée 0, l'ennemi ne peut pas annuler, modifier ou supprimer un dé ou un résultat du défenseur. Les règles décrivent un nouvel objet nommé Blaze, que je traduirai par bombe incendiaire. Lorsque cet objet est placé, placez les guides sur la languette de la bombe incendiaire, ça c'est classique. Une fois cet obstacle placé, placez un marqueur d'amorce dessus. Durant la phase de dénouement, retirez chaque bombe incendiaire sans marqueur d'amorce dessus, puis retirez un marqueur d'amorce de chaque bombe incendiaire. Donc si je comprends bien, cela veut dire que la bombe incendiaire reste 2 tours. Le premier tour avec le marqueur d'amorce et le deuxième tour sans le marqueur d'amorce. Et à la fin du deuxième tour, la bombe incendiaire est retirée si elle n'a pas fait effet. C'est assez original. Ensuite, lorsqu'un vaisseau se déplace, s'il traverse ou chevauche un obstacle bombe incendiaire, il subit l'effet suivant. Une fois le déplacement résolu, lancez un dé d'attaque. Sur un résultat dégâts ou dégâts critiques, le vaisseau subit un dégât normal. Sur un résultat concentration, il gagne un marqueur de stress. Ensuite, le vaisseau saute son étape d'exécution d'une action pour ce tour. Après le déplacement d'un engin distant, s'il se déplace de sorte qu'il soit à la portée 0 d'un obstacle bombe incendiaire, il subit un dégât normal. Enfin, tant qu'une unité se défend, si l'attaque est gênée par une bombe incendiaire, elle lance un dé supplémentaire de défense. On retrouve là l'avantage qu'avaient les nuages de gaz en offrant un dé supplémentaire de défense, et avantage qui a disparu dans les versions plus récentes. La différence est que la bombe incendiaire n'est pas très grande, donc elle offre beaucoup moins de protection que anciennement les nuages de gaz. Passons à l'entrée déficit, c'est une nouvelle entrée. Si le nombre total de points d'un escadron d'un joueur est inférieur au maximum autorisé, calculez la différence entre le nombre de points du joueur et le maximum autorisé pour obtenir le déficit du joueur avant le début de la partie. Au début de la partie, chaque joueur gagne des points de mission égaux au déficit de leur adversaire. Ok, donc là on est plutôt dans l'esprit, le nouvel esprit du jeu, c'est-à-dire réaliser des missions et des objectifs.
Donc au début de la partie, un joueur gagne des points de mission dès le départ si son adversaire n'a pas utilisé tous les points autorisés pour son escadron. Une modification concernant l'arrimage des vaisseaux. Après qu'un vaisseau qui peut s'arrimer exécute partiellement une manœuvre et chevauche un vaisseau porteur ami, il peut être mis en réserve. Si c'est le cas, ne résolvez pas les effets du chevauchement. Ok, donc là c'est pour un vaisseau qui s'arrime. On ne prend pas en compte les nouvelles règles sur le chevauchement entre vaisseaux, que l'on verra un petit peu plus tard. Une nouvelle entrée, durée du jeu est suivie des tours. Les parties standards se jouent en 12 tours. Les joueurs suivent les tours terminés avec des marqueurs de charge. Au début du jeu, placez 12 marqueurs de charge retournés sur leur face active près de l'aire du jeu. À la fin de chaque tour, les joueurs retournent un marqueur de charge sur sa face inactive. À la fin du 12e tour, la partie se termine. Si tous les vaisseaux d'un joueur sont détruits, la partie se termine à la fin du tour en cours. Les joueurs qui souhaitent jouer une partie plus longue ou plus courte se mettent d'accord avec leur adversaire sur n'importe quel nombre de tours avant la mise en place et placent ce nombre de marqueurs de charge pour suivre les tours en début de partie. Le jeu se termine à la fin du dernier tour convenu. Alors ça c'est nouveau. Dans les versions précédentes, il n'y avait pas de durée de jeu. C'était jusqu'à destruction totale de l'adversaire, même si dans les tournois il y a eu la règle des 1h15. Donc maintenant la règle standard c'est de jouer 12 tours, ou jusqu'à destruction bien sûr de l'adversaire. À l'entrée, mode de jeu. Divers modes de jeu limitent les cartes de vaisseau et d'amélioration disponibles pour constituer son escadron. Certains modes de jeu ont une liste d'interdictions, les bans, et une liste restreinte. Les deux modes de jeu les plus courants sont standard et étendu. Les documents de points sont disponibles sur www.atomicmacegames.com X-Wing Documents et détaillent quels vaisseaux et améliorations sont disponibles pendant la création de l'escadron dans chacun de ces modes de jeu. Nouvelle entrée, points de mission. Les points de mission déterminent qui gagne la partie. Au début du jeu, chaque joueur gagne des points de mission égaux au déficit de leur adversaire. La première fois que la santé d'un vaisseau, coque et bouclier totaux combinés, y compris toute modification de la coque ou des boucliers et des cartes d'amélioration, donc la première fois que la santé d'un vaisseau est réduite de moitié ou en dessous, arrondi à l'inférieur, le joueur adverse gagne immédiatement des points de mission égaux à la moitié de la valeur en points d'escadron du vaisseau, arrondi au supérieur. Lorsqu'un vaisseau est détruit ou retiré du jeu, le joueur adverse gagne immédiatement des points de mission égaux à la moitié de la valeur en points d'escadron du vaisseau, en arrondissant à l'inférieur. Si un vaisseau qui a été retiré du jeu n'avait pas réduit de moitié sa santé pendant la partie, le joueur adverse gagne des points de mission égaux à la valeur totale des points d'escadron du vaisseau. Oui, donc en gros, quand on détruit un vaisseau, on gagne la deuxième partie des points, la deuxième moitié, ou si on ne l'avait pas encore touché et détruit, ben on gagne tous ses points. Ensuite, si un joueur concède la partie, les vaisseaux restants de ce joueur sont détruits et retirés du jeu avant de calculer le score de chaque joueur. Pendant le jeu en scénario, le gagnant du jeu est déterminé en fonction des conditions de victoire spécifiques du scénario. D'accord? Et enfin, les joueurs suivent leurs points de mission avec des compteurs de victoire. Ok, donc là, cette partie point de mission concerne le nouveau type de jeu de X-Wing avec le jeu en scénario. Alors, beaucoup de modifications concernant les obstacles. Si un vaisseau traverse ou chevauche un obstacle, il subit un effet basé sur le type d'obstacle après résolution de son déplacement. Alors ça ne change pas. Par contre, c'est au niveau des dégâts qu'on aura pas mal de changements. Donc pour les astéroïdes, le vaisseau subit un dégât normal d'office, lancez ensuite un dé d'attaque. Sur un résultat dégât normal ou critique, le vaisseau subit un dégât normal supplémentaire. Donc maintenant, ça veut dire qu'un astéroïde peut engendrer 2 dégâts normaux en même temps. Ensuite, bombe incendiaire, on l'a vu tout à l'heure, lancer un dé d'attaque. Sur un résultat dégât normal ou critique, le vaisseau subit un dégât normal. Sur un résultat concentration, il gagne un marqueur de stress. Puis le vaisseau saute son étape d'exécution d'action pour ce tour-ci. Ok, donc la bombe incendiaire fait partie des obstacles, sans doute parce elle dure 2 tours. Et donc, on a le dégât du dé, en tout cas le dégât normal, et éventuellement seulement un marqueur de stress si on tombe sur le résultat concentration. Ensuite, le nuage de débris. Le vaisseau se voit attribuer un jeton de stress, ça c'est d'office, puis lancer un dé d'attaque. Sur un résultat dégât normal, le vaisseau subit un dégât normal. Sur un résultat dégât critique, le vaisseau subit un dégât critique. Ok. Nuage électromagnétique. Le vaisseau perd tous les verrouillages qu'il possède sur d'autres vaisseaux et tous les verrouillages sur lui-même, puis se voit attribuer un jeton de brouillage. Ensuite, lancer un dé d'attaque.
Sur un résultat dégâts normal ou critique, le vaisseau se voit attribuer un jeton de stress. Ok, donc on perd les verrouillages, on a un brouillage et on peut éventuellement être stressé. Ensuite, nuage de gaz. Le vaisseau perd tous les verrouillages qu'il possède sur d'autres vaisseaux et tous les verrouillages sur lui-même, puis se voit attribuer un jeton de contrainte, puis lancer un dé d'attaque. Sur un résultat dégâts normal, le vaisseau se voit attribuer un jeton ionique. Sur un résultat dégâts critique, le vaisseau se voit attribuer 3 jetons ioniques. D'accord. Ensuite, cargaison égarée. Le vaisseau se voit attribuer un jeton de contrainte. Lancer un dé d'attaque. Sur un résultat dégâts normal ou critique, le vaisseau se voit attribuer un marqueur de stress. Ok, donc cargaison égarée, c'est une contrainte plus un éventuel dégât. Non, pardon, un marqueur de stress en cas de résultat dégâts sur le dé. Pièce détachée, c'est la même chose. Le vaisseau se voit attribuer un jeton de contrainte. Lancer un dé d'attaque. Sur un résultat dégâts normal ou critique, le vaisseau se voit attribuer un marqueur de stress. Si un vaisseau termine une manœuvre en chevauchant un obstacle, il saute son étape, effectuer une action. Ok. Enfin, lorsqu'un vaisseau est à portée 0 d'un obstacle, il peut subir différents effets. Astéroïde, le vaisseau ne peut pas effectuer d'attaque, ça c'était déjà le cas. Nuage de débris, le vaisseau ne peut pas effectuer d'attaque, alors ça c'est nouveau. Nuage de paillettes électriques, le vaisseau ne peut pas être verrouillé ou verrouiller des cibles. Par contre, ils ont enlevé le fait de ne pas pouvoir être brouillé ou coordonné. Donc a priori, on peut de nouveau être brouillé ou coordonné quand on est dans un nuage de paillettes électriques. Et enfin, nuage de gaz, le vaisseau ne peut pas être verrouillé ou verrouiller des cibles, et il ne peut pas effectuer d'attaque, ça c'est nouveau. Donc maintenant, astéroïdes, nuages de débris et nuages de gaz nous empêchent de faire une attaque, sans parler des éventuels dégâts et jetons qu'on aura obtenus dessus. Donc là, vous voyez que c'est une grosse nouvelle partie de ces règles 2.5. Les obstacles sont beaucoup plus méchants, impactent beaucoup plus vos vaisseaux, ce qui est un petit peu plus compliqué pour les débutants ou les joueurs comme moi qui ont fait quelques parties, puisque les obstacles, c'est toujours un petit peu délicat à contourner. Donc là, ça va être encore pire. Concernant le chevauchement, ce qu'on appelle généralement le bump, l'étape 2 a été totalement modifiée. Une fois que le vaisseau n'est plus au-dessus d'un autre vaisseau, placez-le de sorte qu'il touche le dernier vaisseau sur lequel il a reculé. Cela peut empêcher le vaisseau de quitter sa position initiale. Bon, ça ne change pas. Puis, après l'étape de vérification de la difficulté, il subit un effet basé sur le vaisseau qu'il chevauchait, qu'il a initialement forcé à exécuter partiellement la manœuvre. Donc ça, c'est la même introduction, mais c'est ensuite que ça change. Si le vaisseau superposé était un vaisseau ami ou allié, lancez un dé d'attaque. Sur un résultat dégâts normal ou critique, le vaisseau subit un dommage normal. Ensuite, le vaisseau saute, son étape effectue une action. Donc maintenant, si on bump un de ses propres vaisseaux, on a un risque d'obtenir un dégât et on ne peut pas effectuer d'action. Ensuite, si le vaisseau superposé était un vaisseau ennemi, s'il n'est pas stressé, il peut effectuer immédiatement une action concentration ou calcul depuis sa barre d'action, en traitant cette action comme étant rouge. Ensuite, le vaisseau saute, son étape effectue une action. Le vaisseau ne peut effectuer aucune action supplémentaire lors de son activation. Donc là, si je comprends bien, si on parle bien du vaisseau de notre vaisseau, si on rentre dans un ennemi et qu'on n'est pas stressé, on peut faire une action concentration ou calcul, mais de type rouge. Et ensuite, pas d'autre action. Mais pas de dommages. Donc les dommages, c'est plutôt quand on rencontre un vaisseau ami ou allié. Ça, c'est tout nouveau. Enfin, s'il y avait un chevauchement simultané de vaisseaux amis ou alliés, ou alors d'ennemis, résolvez l'effet du chevauchement d'un vaisseau ami ou allié. D'accord, donc si pour une raison particulière on chevauche à la fois un ami et un ennemi, c'est la résolution de l'ami qui se fait en premier, c'est-à-dire le risque d'un dégât. Phase de préparation. Là aussi, pas mal de changements. Jusqu'à présent, on désignait le premier joueur pour l'ensemble de la partie. Maintenant, pour chaque tour, il va falloir faire un lancer de dés. Donc après que tous les vaisseaux aient leur cadran assigné, les joueurs lancent des dés pour déterminer l'ordre des joueurs. Chaque joueur lance 3 dés d'attaque. Le joueur avec le plus de résultats dégâts critiques est le premier joueur. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a le plus de résultats concentration qui est le premier joueur. S'il y a encore égalité, c'est le joueur qui a le plus de dégâts normaux qui commence, enfin qui est le premier joueur. Et enfin, s'il y a toujours égalité, on relance les dés et on reprend les règles ci-dessus jusqu'à ce que l'égalité soit rompue. Alors là, c'est très particulier, c'est-à-dire qu'à chaque tour, les dés vont déterminer le premier joueur, mais surtout, on le détermine après avoir assigné les cadrans.
Et enfin, ces dés ne peuvent pas être modifiés par des effets de jeu. Oui, on lance les dés sans s'occuper d'effets particuliers de cartes ou de pouvoirs. Une fois l'ordre des joueurs déterminé, le jeu passe à la phase système, ça ne change pas. Donc la phase se termine après que les joueurs aient lancé les dés pour déterminer l'ordre des joueurs. Les joueurs peuvent attribuer leur cadran dans n'importe quel ordre, ça ne change pas. Les joueurs sont autorisés à modifier leur sélection sur leur cadran jusqu'à ce que les joueurs ont lancé les dés pour déterminer l'ordre des joueurs. Donc là, simplement, on précise qu'une fois qu'on a lancé les dés pour déterminer l'ordre, on ne peut plus modifier les cadrans. Bon, c'est assez logique. Enfin, un joueur doit informer son adversaire s'il souhaite toucher ou regarder l'un de ses cadrans pendant la phase système ou la phase d'activation. Ça ne change pas. Nouvelle entrée, marqueur de joueur. Les marqueurs de joueurs sont utilisés dans certains scénarios pour indiquer quel joueur contrôle un objectif. Bonus de portée. Pour une portée d'attaque 1, l'attaquant lance un dé d'attaque supplémentaire durant l'étape lancer les dés d'attaque. Alors ça n'a pas changé. À portée 1 d'attaque, on a un dé d'attaque supplémentaire. Mais par contre, ils ont enlevé le fait qu'on ait ce bonus à la portée 0. En effet, à la portée 0, on n'aura plus ce bonus de dé d'attaque supplémentaire. Donc c'est uniquement à la portée 1. Donc ils ont enlevé le 0-1, ils ont remplacé par 1 tout court. Étape mise en place, donc le tour 0. L'étape 2, déterminer l'ordre des joueurs, a été modifiée. En fait, on retrouve la détermination de l'ordre des joueurs comme on va le faire à chaque tour, comme vu précédemment, c'est-à-dire qu'on lance 3D, le plus de résultats critiques gagne, sinon le plus de résultats concentration, sinon le plus de résultats dégâts normaux, et si on est toujours à égalité, on recommence. Les dés ne peuvent pas être modifiés par les effets de jeu. Donc ça c'est au tour 0 pour déterminer le premier joueur du premier tour, mais ensuite au tour suivant, on refait ce tirage de dés après avoir spécifié les cadrans de manœuvre comme indiqué tout à l'heure. Rayon tracteur, il y a eu une petite modification, mais pas des moindres, puisqu'ils ont simplement ajouté une négation qui change tout, à savoir, ce déplacement ne peut pas faire que le vaisseau se déplace à travers ou chevauche un obstacle. Donc ça veut dire que maintenant, avec le rayon tracteur, on ne peut plus volontairement envoyer des vaisseaux sur des obstacles, puisque comme on l'a vu, les obstacles sont beaucoup plus dangereux maintenant, donc ce serait trop facile d'utiliser le rayon tracteur pour ça. Donc je pense que beaucoup seront déçus, parce que j'imagine qu'ils utilisaient le rayon tracteur surtout pour faire ceci. Et maintenant, ben, c'est terminé, on n'envoie plus les vaisseaux sur des obstacles. Encore un nouveau mot-clé, unité. Les vaisseaux et les engins distants sont des unités. Ok, donc c'est un nouveau terme, les unités, qui regroupe à la fois les vaisseaux et les engins distants. Donc maintenant, dans le livre de règles, on parlera parfois d'unité pour parler des vaisseaux et des engins distants. Compteur de victoire. Certains scénarios ont des compteurs de victoire qui sont utilisés comme marqueurs dans l'aire de jeu, utilisés pour suivre les progrès ou compter les objectifs atteints pendant le jeu. Ok, donc on a des compteurs, des jetons pour compter la progression dans les missions. Remporter la partie. Pendant la partie, chaque joueur calcule et suit ses points de mission. Le joueur avec le plus de points de mission à la fin de la partie gagne. Pendant le jeu en scénario, le gagnant du jeu est déterminé en fonction des conditions de victoire spécifiques du scénario. Ok, donc là on nous explique que selon le scénario et les conditions de victoire sont différentes et c'est en fonction de ça qu'on gagne la partie, ou si simplement on a un maximum de points de mission. Concernant les vaisseaux immenses, les règles pour les vaisseaux immenses n'ont pas été mises à jour parallèlement aux règles de base, elles seront mises à jour à l'avenir. Donc concrètement, les règles sur les vaisseaux immenses n'ont pas évolué et ne sont peut-être même plus compatibles avec les nouvelles règles actuelles. Donc il faut attendre une mise à jour concernant les vaisseaux immenses. Passons maintenant à la liste d'interdictions, c'est-à-dire des cartes bannies, en mode de jeu standard en tout cas. Elles ne sont pas bannies en mode de jeu étendu, sauf une. Donc on a 27 cartes qui sont bannies. Je ne vous fais pas la liste complète, elle est affichée ici. Donc on a un censeur, on a 8 membres d'équipage, dont Boba Fett ou le suprême leader Snoke. On a une configuration qui, elle, justement, est la carte interdite également au format étendu, donc la Delta 7B. Ensuite, on a 7 pilotes, dont notamment Han Solo pour la Résistance, ou Red Foslo pour l'Empire. On a une modification illicite interdite, 2 talents, dont l'intimidation, ça c'est lié aux nouvelles portées 0. 3 forces, un astromech pour la République, un titre, le Slave One du Fire Spray, et puis 2 modifications. Donc je répète, hein, ces cartes sont interdites, sont bannies en mode de jeu standard. Par contre, à part une, elles sont toujours autorisées en mode étendu, tout comme les vaisseaux V1 convertis en V2 sont autorisés en mode étendu.
Cette nouvelle version X-Wing 2.5 introduit également un nouveau système de scénarios qui sont décrits justement dans un document nommé scénario. Donc actuellement, il y a 4 scénarios proposés en mode de jeu standard. Le premier s'appelle Assaut sur le réseau de satellites. L'objectif est d'avoir le contrôle de 5 satellites. Avoir le contrôle, ça signifie avoir plus de vaisseaux à portée 0,1 de l'objectif que l'adversaire. Un deuxième scénario se nomme Une chance d'engagement. L'objectif est simplement d'éliminer les forces adverses et les forcer à battre en retraite. Troisième scénario, mission de secours. Objectif, récupérer les caches de matériel. Et enfin, dernier objectif, brouiller les transmissions. Donc dernier scénario, brouiller les transmissions. L'objectif est de brouiller les transmissions des satellites en prenant leur contrôle. Alors cette nouvelle notion de scénario semble tenir à cœur d'AMG, qui souhaite que notamment les nouveaux joueurs puissent avoir donc des objectifs et des scénarios pour rentrer plus facilement dans le jeu. Donc là, actuellement, il n'y a que 4 scénarios, peut-être qu'il y en aura d'autres. Je ne sais pas également s'il pourrait y avoir des scénarios en mode étendu. En tout cas, voilà, c'est sans doute la direction que veut prendre AMG pour le jeu X-Wing avec ses scénarios. Pour finir, parlons du nouveau matériel qui est cité dans les différentes nouvelles règles. Donc ici, nous avons des marqueurs pour 5 satellites, pour 5 caches d'approvisionnement. Ensuite, 6 marqueurs de joueurs bleus et 6 marqueurs rouges, des compteurs de victoire et également une règle de portée 1.5. L'avenir nous dira si des kits seront fournis avec ces nouveaux marqueurs ou peut-être également avec les nouvelles cartes des pilotes qui auront été réimprimées. Je n'en ai évidemment pas d'idée, donc à suivre. Et voilà, j'en ai terminé pour le tour de ces nouveautés X-Wing 2.5. Donc évolution ou révolution, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec toutes ces modifications, les joueurs actuels se sentent forcément un petit peu perdus. Mais finalement, quand on les prend une par une, comme on l'a fait dans cette vidéo, c'est plutôt compréhensible et ça me paraît assez intéressant. En tout cas, c'est à essayer. Il y aura peut-être des ajustements, notamment sur les points des vaisseaux. C'est surtout ça qui fait un petit peu peur. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a servi. J'ai traduit pour vous en exclusivité les nouvelles règles en français. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like et puis à vous abonner à ma chaîne. Ce sera toujours un petit encouragement sympathique pour moi. Donc merci à vous et à très bientôt. Bon vol avec X-Wing.